Et oui, personne ne pourra le contester cette fois-ci, même si les circonstances d'attribution de ce titre n'ont pas été fameuses. Max Verstappen est champion du monde. On est tout de même obligé de regretter le bref instant de suspense sur l'attente des résultats de fin de course, l'attribution des points ou le fameux imbroglio sur le fait qu'il s'agissait du dernier tour de course ou pas. On s'est senti privé de l'émotion du champion, de l'émotion de Max et du finish le plus dingue de la saison, voire du dernier quinquennal. Un finish digne d'une course de Formule 1 ou d'un sprint. 6 titres de champion du monde réunis sur la ligne d'arrivée, séparés par 11 millièmes de seconde à l'avantage de Sebastian Vettel. Petite parenthèse, il faut quand même souligner le travail et l'équipement de haute qualité du public japonais. On ne peut plus douter de la technologie japonaise au service de la réalisation de la Formule 1 quand elle est défaillante. Merci le Japon. Bref, vous avez compris, on a à boire et à manger pour ce débrief. La véritable question, c'est comment en ressortir sans avoir l'estomac retourné. Finger Pilot. Yo les amis, c'est Finger Pilot, j'espère que vous allez bien. Ce Grand Prix du Japon, on en parle ou pas? Le réveil assez matinal, et je ne vous fais pas dire pour 2 tours de course en plus, la somnolence jusqu'à 9 h du matin, les reprises hésitantes de la course, la présence des grues sur la piste, la sprint race une fois le départ lancé et le finish au goût un peu amer. Vous avez compris, on a vécu un Grand Prix pas comme les autres, avec des émotions au finish assez antagonistes. Du coup, les amis, je suis resté un peu sur ma faim, malgré la grosse coupe du champion et le beau canapé rouge. Dites-moi les amis en commentaire, quelle est votre note sur 10 pour ce Grand Prix du Japon? Vous la comparerez à la mienne à la fin de la vidéo. À vos claviers. Et oui les amis, difficile de rester éveillé suite à l'accident de Carlos Sainz et l'abandon d'Albon. On a eu l'impression que la direction de course est devenue tellement frileuse à l'idée de voir des pilotes rouler sous la pluie. Certes, l'argument des conditions de piste impraticables a été brandi, mais est-ce encore suffisant aujourd'hui? Nous avons en face une communauté qui s'est levée tôt, assoiffée de spectacle. Des spectateurs assis dans les gradins sous la pluie, ne demandant qu'à voir les voitures sur la piste, et vous dites non, la piste ne le permet pas. Je veux l'entendre, mais mon esprit cartésien demande des justifications plus rationnelles, ne relevant pas que de l'appréciation. Sinon, on se fait tous une appréciation de la situation. N'est-ce pas Jacques Villeneuve? La Formule 1 est quand même le pinacle de la compétition automobile. Il existe sûrement un moyen de décrire une piste impraticable. Je ne sais pas moi. Quand on imagine ces énormes monoplaces qui dégagent un spray important, accentué par la vitesse et par leur conception même à effet de sol aujourd'hui, on peut se dire qu'à une certaine hauteur d'eau sur la piste, associée à un certain niveau d'ensoleillement, la visibilité n'est plus bonne et on ne peut plus rouler. On sait très bien écrire des règlements, fait des tests, mais on ne peut pas me dire qu'on ne sait pas quantifier l'expression piste impraticable. Je pense qu'avec de telles données chiffrées, le commun des spectateurs et téléspectateurs s'en satisferait et attendrait sagement de meilleures conditions météorologiques. Bien évidemment, le risque d'une telle mesure serait que la FIA un jour ne la respecte pas. Et on connaît très bien la constance de... Suivez mon regard. Dites-moi encore les amis en commentaire, quel est votre ressenti sur la gestion de la direction de course dans de telles conditions météorologiques? Je tiens tout de même à préciser que je suis pour la sécurité des pilotes et des commissaires dans de telles conditions météorologiques. Mais je demande une explication rationnelle tout de même. Une explication à laquelle je peux me raccrocher pendant l'attente. Une communication quoi. Tiens, en parlant de sécurité. Encore une grue sur la piste. J'ai fait une vidéo complète où j'ai donné mon avis sur l'intervention de la grue lors du Grand Prix de Monza. Mais là, la situation est différente. Certes, en Monza, j'ai atténué la situation, mais ici, impossible d'atténuer quoi que ce soit dans ces conditions au Grand Prix du Japon. La visibilité n'est pas bonne, on ne peut pas sortir une grue alors que les pilotes vont la croiser. On dit non. Bref, rappel de la situation. Toutes les voitures sont regroupées derrière la safety car. Gasly est le seul pilote à ne pas avoir déjà traversé l'accident, vu qu'il a dû passer au stand, déposer la barrière qu'il avait percutée lorsque Sainz s'est mis dehors. On parlera de Sainz plus tard, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'il arrive à proximité de l'accident, il ralentit, mais il est surpris de voir une grue intervenir alors qu'il est en piste. Si Sainz a perdu l'adhérence ici, la situation peut se reproduire. On a vu des pilotes aller dans le mur pour moins que ça. Russell à Imola en 2020, sur du sec en chauffant ses pneus. Bref, la situation fait froid dans le dos, surtout que le Japon dans ces conditions rappelle de tristes images.
l'accident mortel de Jules Bianchi sous la pluie. Donc non, on ne cautionne pas cela. Gasly a donc fait savoir son état d'esprit à qui veut l'entendre ou le voir. Et comme tout être humain qui se sent acculé, on recherche l'erreur chez l'autre. La FIA a donc pénalisé Gasly pour avoir roulé une fois qu'il a dépassé les lieux de l'accident à 251 km/h sous régime de drapeau rouge alors que la course était neutralisée. La réglementation sous drapeau rouge prévoit un retour lent vers les stands. Mais qui peut juger si 251 km/h sous la pluie est suffisamment lent? Peut-être était-il pressé de faire savoir son état d'esprit à tout le monde. En tout cas, Gasly écopera de 20 secondes de pénalité et d'un retrait de 2 points sur sa super licence. Parlons rapidement de Sainz et de son ras-de-bol de manquer chaque fois la pole. Carlos, tu es bien gentil, efficace quelquefois, mais il faut arrêter de trouver des justifications à chaque fois que la pole t'échappe. Dans chaque équipe, il y a un marteau et un clou. Charles est le marteau qui enfonce le clou chez Ferrari. Il faut se reprendre mon ami et accepter que cette fois-ci, tu n'as pas mis tout à bout et que Charles a fait un meilleur travail. Bottas joue mieux à ce jeu, Pérez aussi d'ailleurs. Et si on parlait de Max champion pour retrouver un peu de joie dans tout ça? Oh oui, si l'on se rappelle la victoire de Max au goût de manipulation Masi, tant fêtée par Red Bull l'année dernière, cette fois-ci on a été privé d'émotion. S'il est de coutume d'entendre l'émotion du champion dans son tour de décélération, caméra a braqué sur sa visière pendant qu'il rentre au stand, on en a été privé, à tel point que le champion lui-même ne savait pas s'il était titré. Incroyable, n'est-ce pas? La faute a deux facteurs. D'abord, il est dit que lorsqu'une course s'arrête par le chrono et non par l'atteinte du nombre de tours prévu, le dernier tour est celui suivant le tour où le chrono s'est achevé. Or, lorsque Verstappen traverse la ligne d'arrivée, il reste 4 secondes au chrono. Donc, théoriquement, 2 tours à faire. Le tour où le chrono va s'achever et le tour suivant. Cependant, le drapeau à damier a été agité. Conséquence, personne ne savait si la course était finie. Les murets des stands demandaient toujours au pilote d'attaquer. Max Verstappen attaquait toujours. Bref, incroyable. Le drapeau à damier est celui qui fait foi. C'est lui qui marque la fin de la course. Or, lorsqu'il est agité par erreur, il a également dit que le classement est celui du tour précédent. Or, cette fois-ci, ça n'a pas été appliqué. Certes, on doit sanctionner Leclerc pour manœuvre dangereuse sur Pérez, mais Alonso devait finir derrière Russell parce qu'il a dépassé Russell dans le 10 tours additionnel. La FIA n'applique pas cette règle, mais applique une autre règle pour le coup à laquelle personne n'avait pensé. Tous les points de la course sont distribués si les pilotes traversent la ligne d'arrivée sous drapeau vert suite à un drapeau rouge. En d'autres termes, si on a eu un drapeau rouge durant la course et qu'au final on a fini la course sous drapeau vert et qu'on a réalisé que 2 tours, tous les pilotes reçoivent la totalité des points. A priori, tout le paddock avait oublié cette règle, sauf la direction de course. Tout le monde était resté sur le cas pratique de Spa 2021, où on a réalisé moins de 75% des tours prévus, la course s'est arrêtée sous drapeau rouge et on n'a pas distribué la totalité des points. Donc, en théorie, Max n'aurait pas été champion parce qu'on croyait tous qu'on ne distribuerait pas la totalité des points. Il n'aurait pas ses 25 points. Au final, la FIA nous a pris à contre-pied et a appliqué cette règle. Et c'est très bien que ça a été fait ainsi. Il faut saluer les bonnes interventions de la FIA. Le règlement a été appliqué et c'est parfait. C'est juste dommage que la plupart des commentateurs, des équipes, des spectateurs et même des fans les plus agréés avaient oublié cette règle. Au final, il faut croire que la pratique cimente les textes. Mais entre nous, on aurait bien voulu que la FIA oublie cette règle. Une règle d'oublier sur l'agitation du drapeau à damier par erreur. Une deuxième règle, allez, on vous excuse, on peut la mettre sur le tapis. Parce que quelque part, ça a montré quand même la victoire de Max Verstappen. Au Japon, aux États-Unis, Max mérite la victoire. Une saison dominante, sans partage. Il est temps de faire le point sur ce championnat constructeur. Voici le classement avant le Grand Prix du Japon. À la fin de la course, Red Bull accroît une fois de plus son avance sur la concurrence avec les 43 points marqués. La totalité des points disponibles quand on n'a pas le point du meilleur tour. Cet écart est favorisé par Ferrari qui n'engrange que 15 points au Japon avec l'abandon de Sainz, mais suffisant pour ne pas voir Mercedes les rattraper. Pire, les maigres 14 points de Mercedes ne vont pas l'aider à rattraper Ferrari au championnat. Ils sont désormais distants de 67 points, difficile de parier sur Mercedes, deuxième au championnat constructeur.
La bonne opération, c'est Alpine, qui récupère avec autorité sa 4e place. 18 points marqués contre un malheureux point pour McLaren. Félicitations à Ocon, qui a résisté à toutes les attaques de Lewis. Il montre les crocs et confirme sa place de prochain leader de l'équipe lorsque Gasly viendra. Et Alonso, toujours plein d'étincelles. Alfa Romeo a décidé de prendre un abonnement avec engagement hors des points. C'est bien dommage. Elle voit donc Aston Martin revenir au combat, témoignant d'une forme exceptionnelle cette deuxième moitié de saison. Merci Vettel pour ce finish et ce Grand Prix plein de niaque. À ce rythme, Aston Martin va définitivement dévancer As et Alpha Tauri qui font du stop. La surprise, c'est évidemment Latifi qui ouvre enfin son compteur de points et passe devant Nick De Vries au classement pilote. Il octroie 2 points supplémentaires à Williams. Faut croire qu'il est le roi de la glisse sous la pluie. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de ce débrief. Le Grand Prix du Japon a été à l'image de toute la saison. Une domination sans partage de Max Verstappen, une avance de 20 secondes à l'arrivée sur le deuxième lors d'une course sprint sous la pluie. Et la FIA qui semble faire du surplace et ne pas apprendre du passé. Que sont devenues ces promesses à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021? Était-ce des balivernes uniquement pour calmer les ardeurs de Mercedes? Les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Quelle est votre note de ce Grand Prix du Japon? Et n'oubliez pas de répondre à toutes mes sollicitations. Que pensez des monoplaces de F1 et la pluie? Que pensez de la FIA? Bref, quel est votre ressenti? Pour moi, ce Grand Prix, c'est 3 sur 10, car on s'est quand même régalé malgré cette cacophonie. N'oubliez pas les amis de vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout, opération 600 abonnés. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. The Budget Cap. Activez la cloche, c'était Finga Pilote. Ciao!